Heu, Aujourd'hui, je vais, donc introduire et vous proposer, un plan de survie en cas de problème, en cas d'arrêt de Microsoft Teams. Et pour commencer, je vais définir les bases, redéfinir les bases tout du moins. Teams, ce n'est plus qu'un outil, c'est clairement un système nerveux central dans les organisations. Heu, j'en profite, je fais une petite parenthèse, n'hésitez pas dans le chat à réagir, à poser des questions, voilà, l'idée c'est de pouvoir même échanger sur des sujets, sur des éléments que je vais vous proposer. Voilà, n'hésitez pas et on aura même des sondages, au cours de la présentation. Donc Teams, ce n'est pas un outil, c'est un système central nerveux et de ce fait, on a 3 grands pans, couverts par Teams. Le premier, c'est la partie communication, on est tous au courant, hein, Teams, c'est un outil de chat instantané, de canaux de communication par équipe et de visioconférence et par ce biais, il nous sert quotidiennement à communiquer. Il nous sert quotidiennement également à coordonner des actions, à coordonner des réunions, à planifier et donc de ce fait, à prendre des décisions. Synchrone ou asynchrone, en tout cas, on a cette sphère de communication, temps réel et de coordination qui est utilisée dans nos entreprises. Alors, je suis assez directif sur, qui est utilisé dans nos entreprises, hein. En bas, j'ai une statistique sur 93 des plus grands 100 plus grandes entreprises mondiales utilisent Teams et 80 du CAC 40. Ça, c'est une source directe de Microsoft. En tout cas, Teams est quand même central et en plus de cette notion de communication et de coordination, il est également utilisé pour la connaissance et pour l'accès aux fichiers centralisés. Encore une fois, j'enfonce des portes ouvertes, hein. Teams, c'est également un accès direct à la documentation. Alors techniquement, on est sur du SharePoint, mais Teams, c'est vraiment la porte d'entrée, dans cette sphère Microsoft et cette sphère documentaire et donc sur le travail quotidien de tous les collaborateurs. Et donc c'est en ce sens où Teams, c'est pas seulement un outil de communication, c'est et un outil tout court, c'est vraiment un système central dans les entreprises. Donc la panne, si le panne il y a, elle est organisationnelle, elle est majeure au sein des entreprises. Et pour ce faire, on a, un petit sondage pour bien commencer, qui est si Teams est indisponible 4 heures, une demi-journée, comme c'est arrivé en début d'année, hein, le 22 janvier, je crois, heu, votre organisation A continue presque normalement, B est dégradée, C est quasi à l'arrêt et D, ben, pour l'instant, je n'ai pas trop d'informations, c'est difficile de se prononcer. Céleste, est-ce que tu as la possibilité de démarrer ce premier sondage? Ou c'est peut-être moi directement qui vais pouvoir le faire? Oui, je pense. Ah bah, c'est bon, il est démarré. Ah, petit souci de notre intervenant qui s'est déconnecté, mais il va revenir très rapidement. Me revoilà. Voilà. Je vais juste utiliser la fameuse image de fond, comme ça, on sera comme tout à l'heure. Pendant ce temps, ça vous permet de répondre au sondage, c'est très bien et je vais repartager mon écran tout de suite. Hop, voilà, c'était discussion, je vous l'explique. Voilà, donc les réponses au sondage, c'était où je voulais aller au départ. Donc on est clairement sur on continue presque normalement et surtout est dégradé. Sur une grande majorité des répondants, hein, c'est en effet Teams. Comme je l'ai dit, c'est commence à être clairement un système central, au sein des entreprises et donc on arrive sur quelque chose d'assez critique, dans les organisations et donc pour ce faire, mise en situation, 9:02 l'arrêt. Teams est bloqué, comme en ce début d'année, hein, je vous le redis, le 22 janvier, c'est exactement ce qui s'est passé. La sphère 365 a eu un problème d'authentification et donc la partie Teams, Outlook et accès à toute la sphère 365 a eu un blocage et l'idée, c'est de se mettre en situation. Heu, Quelles sont les actions prises? Début du shadow IT, bien entendu. Les personnes doivent communiquer et continuent de communiquer. WhatsApp, Telegram et consorts. L'idée, c'est de compenser ce manque de communication, que ce soit mail, Teams et autres, pour, ben, continuer son travail quotidien. Et au fil de la journée, on arrive sur un début de paralysie, tout du moins, sur une perte de traçabilité. Les réunions, forcément, ne sont plus accessibles et même pour aller plus loin, les fichiers. Encore une fois, Teams, c'est la porte d'entrée à la partie documentaire, à la partie communication et donc on arrive sur un début de paralysie et même un blocage en fin de journée sur les processus métiers. Si les réunions sont annulées, les prises de décision sont impactées et donc les processus métiers peuvent être
également bloqué. Et donc tout ceci pour dire que, Teams, comme juste avant je le disais, hein, c'est le système central nerveux dans beaucoup de décisions, dans beaucoup d'organisations et on a clairement un risque de désorganisation opérationnelle et donc, sachant cela, quelles actions doivent être menées? Et ces actions, elles commencent par une cartographie des dépendances. Je vais, parcourir avec vous un ensemble de piliers, un ensemble d'axes de travail, en tout cas pour gérer ce risque, gérer cette continuité et cette dépendance à un outil, mais ça pourrait être un autre outil, hein. Ici, je parle de Teams parce que c'est clairement, l'outil, utilisé dans énormément d'organisations, mais on peut très bien, transposer ce genre de plan sur d'autres outils. Donc cartographier des dépendances, c'est un inventorier les fonctions utilisées de Teams, heu, où les processus métiers, transitent. 2, évaluer la criticité de ces fonctions, donc ça mesure d'impact clairement du service et 3, piloter cette souveraineté. Heu, vous verrez de plus tard dans cette présentation, je vais revenir sur cette notion d'inventaire des fonctions, d'inventaire des traçabilités et des processus critiques de l'entreprise par le biais de l'IRN, qui a été lancé en début d'année, mais j'en dis pas plus. En tout cas, la première chose, en effet, pour mettre le pied, et commencer à comprendre quelle est la criticité de Teams dans son entreprise, c'est d'inventorier et d'évaluer. Ceci se fait via une matrice de criticité, donc c'est quelque chose que l'IRN va nous aider à faire, mais j'y reviens un peu plus tard. En tout cas, sur ce processus critique, le premier élément à définir, le premier pilier, c'est ce que j'appelle le plan de continuité de la Digital Workplace. Alors, le PCDW, on va donner un petit acronyme, hein, on aime bien faire ça. En tout cas, l'idée, c'est de proposer une gouvernance et suite à ce listing de fonctionnalités critiques, de définir des rôles qui décident quelles sont les personnes communicantes au sein de l'entreprise pour éviter toute improvisation. Et donc ça, c'est les rôles définis, dans le tableau à droite. Bon, la direction, l'IT, la communication, on peut avoir les RH, on peut avoir tout un tas de personnes en tout cas au sein des organisations, amenées à prendre des décisions en cas de crise et du moins avoir un rôle. Une fois ces rôles définis, on a une liste d'activités déclenchables en cas de crise. Je vais beaucoup parler de plan B et typiquement, c'est un plan B nécessaire pour chacun des processus critiques. Encore une fois, là, on parle de processus critiques. Heu, pour une banque, ça va être la gestion des paiements, pour, une société de production, ça va être la gestion des machines, la gestion des ticketing et ce genre de choses. Donc ces activités de crise doivent être listées et on doit pouvoir les tester et j'y reviendrai. Et enfin, s'appuyer sur une communication humaine. Donc ce n'est clairement pas qu'un sujet IT, hein, ces problèmes de plan de continuité de Digital Workplace, parce que par cette Digital Workplace transitent des actions, transitent des décisions. Et donc, ça va clairement au-delà de juste une notion technique IT. On est vraiment sur un sujet de management, de culture d'entreprise et de décision, de décisionnaire. Donc bien entendu, le petit encart pour l'action et le plan de continuité de cette digital workplace doit être connu de tous et accessible. Accessible, idéalement hors ligne. Alors on parle format papier, peut-être pas, mais au moins localement sur les personnes ou sur un outil type plan B. Et ça va être l'objet des prochains piliers. Heu, pour continuer, j'ai un autre sondage à vous proposer sur: avez-vous déjà un plan de continuité d'activité en cas d'indisponibilité informatique? Donc il y a 3 réponses: oui, non et oui peut une anti sur tout le SI, oui uniquement sur une partie du SI ou non, aucun plan de continuité d'activité. Ici, on est clairement sur les processus critiques. On a bien entendu pas l'entièreté du SI qui devra disposer de ce PCA, de ce PCDW. Mais en tout cas, sur cette partie digital workplace, donc communication, accès à la documentation pour la prise de décision et réunion, heu, est-ce qu'il y a ce genre de plan déjà présent au sein de vos organisations? Et je vais pas faire la même bêtise que tout à l'heure, je vais rester sur la page. Oui, c'est bon. C'est rassurant, on voit quand même que plus des 2/3, des personnes présentes en tout cas, disposent déjà d'un plan de continuité d'activité, au moins partiel, je suppose du coup sur quand même des processus critiques. Heu, je vais attendre encore quelques secondes. Voilà, on est sur 2 tiers, en effet et même sur l'entièreté du SI,
Donc on est sur 90 au total. Donc c'est plutôt rassurant, et je vais continuer sur le deuxième grand pilier. J'en ai donc tout au début de la présentation, je parlais que Teams, le premier élément, c'est la partie communication. Premièrement, le premier canal, c'est l'utilisation de Teams au quotidien en tant que canal de communication inter-entreprise. Ce canal de communication, donc il est très bien, mais en effet, s'il y a un problème, si Teams tombe, heu, bon déjà, faut pas qu'il se fasse mal, hein, blague de papa dirait ma fille, j'espère que vous me la passerez. On doit disposer d'un canal de secours, un canal, un plan B, et c'est là où je rejoins ce que je disais juste avant, c'est ce fameux plan B, il doit être alternatif, donc sur une autre structure non corrélée à Microsoft 365, et également ce canal de communication, il doit disposer d'un annuaire. Teams, c'est OK, un canal de communication, de réunion, mais aussi un canal d'accès aux personnes de l'entreprise. Je souhaite avoir une personne de la DSI, je souhaite avoir un organigramme. C'est toute cette sphère de communication qui doit disposer de redondance. L'idée, c'est d'avoir ce plan B disponible au cas où, bien entendu avec un coût aussi faible que possible en termes de maintenance et donc d'interopérabilité, heu, pour proposer aux utilisateurs, en cas de problème, cette fameuse solution, ce fameux plan B. Heu, Toujours par rapport au sondage, j'ai un nouveau sondage à vous proposer sur est-ce qu'au sein de votre entreprise, vous disposez d'un autre canal de communication interne? Nous historiquement chez Clicgroup, on avait, Teams, on a toujours Teams et on avait, Jabber. C'est un outil de communication interne, donc on avait ces 2 canaux de communication, maintenant on en a encore un autre. Est-ce que c'est le cas dans vos organisations? Heu, En plus du canal de communication Teams, au cas où vous auriez Teams, hein, mais ça peut être une autre structure de messagerie, identique. Est-ce que, au cas où, l'organisation dans laquelle vous faites partie, dispose, d'un plan B en termes de communication? Et je vais m'arrêter quelques secondes. Ouais, je vous embête avec mes sondages. Ça rend plus vivant quand même cette présentation. Ça permet de faire un peu un ping-pong. OK, on est sur 2 tiers, un tiers, sur un plan B potentiellement aucun plan B. Et donc là, c'est plutôt clairement le shadow IT qui va prendre le pas, j'ai le numéro de téléphone d'un collègue, heu, j'arrive à arriver sur site, pour accéder à différentes personnes. Ouais, on est sur un 2 tiers, un tiers. 2 tiers donc avec un plan B sur plus ou moins un nombre limité d'utilisateurs, en tout cas sur, des personnes disposant d'un autre moyen de communication, et il y a quand même, ouais, un tiers des personnes où, potentiellement il y a aucun autre moyen de communication que le canal principal, donc en l'occurrence Teams ou autre, une autre solution. OK, bah, écoutez, on va avancer ensemble et puis on verra comment gérer ce risque. Je fais un petit saut, une petite parenthèse sur, en effet, ce plan B, quel pourrait être, quel comment on pourrait le concrétiser, en fait? Et là, en l'occurrence, sur la plateforme Jalius, donc la Digital Workplace, hein, Jalius, eh bien, on a ce genre de fonctionnalité. Genre de fonctionnalité, c'est, un web chat de communication sécurisée inter-entreprise. Donc là, c'est échanger du contenu, échanger des commentaires, créer un groupe, créer une salle de communication inter-entreprise, complètement liée à la Digital Workplace, donc on-premise potentiellement ou ce genre de choses. Je passe les détails techniques et également un annuaire indépendant de Teams, et c'est là où, il a tout son intérêt, on est sur quelque chose de transposable, de synchronisé quand même avec la sphère 365, mais indépendant. Indépendant et synchronisé de manière complètement transparente. Je vais en profiter pour vous montrer ça, heu, «en vrai» entre guillemets, hein, sur une plateforme juste ici, plateforme de démonstration Jaloux, je suis pas allé la chercher bien loin. Je vais juste rafraîchir ma page, et donc cette communication, cet annuaire, permettant de communiquer mais pas que, nous donne accès à un organigramme. Je passe en effet sur toute la partie navigation au sein des entités, tout ça, mais surtout sur chaque fiche profil utilisateur, accéder à la possibilité donc téléphone, email, OK, mais également de démarrer des visioconférences. Ici, il me semble que c'est sur Jitsi, en effet, c'est Jitsi, donc en un clic, on peut créer soit une conférence directe avec un utilisateur et donc l'appeler, le pinguer au sein de la plateforme, soit déclencher une visio.
conférence avec un groupe d'utilisateurs et ce genre de choses. Et donc ça, c'est typiquement le genre de plan B qui peut être instanciable et qui peut être mobilisable rapidement en cas de crise, qui est indépendant de la sphère 365, qui peut être, localement, sur votre plateforme et qui, une fois qu'il est installé, ben, ne coûte pas de charges supplémentaires. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui est interne à Jalios, que l'on instancie une fois et qui est là au besoin. On peut également accéder à un annuaire complet de tous les collaborateurs et surtout un export. En un clic, on va pouvoir retrouver l'ensemble des collaborateurs et avoir cette fameuse fiche annuaire, papier ou pas, mais en tout cas un accès à cette, à cet annuaire. Je reviens sur mes slides pour mettre un petit warning quand même, c'est que l'accès à cette plateforme, Jalios en l'occurrence, elle nécessite donc, une authentification et cette authentification, il faut s'assurer qu'elle soit disponible, même en cas de coupure, de la sphère 365. Donc c'est là où je mets le SPOF en dessous, le single point of failure, c'est quel est le mode de connexion accessible? Jalios dispose de plusieurs modes d'authentification, en tout cas des modes d'authentification backup sur des Entra ID qui peuvent être locaux ou distants, synchronisés ou pas, avec différents modes de SSO. En tout cas, il y a ce single point of failure qui est à identifier, qui est à traiter en tant que risque en cas de coupure sur la sphère 365. Voilà pour ce premier gros pan, en tout cas de la communication, Teams, communication, solution de plan B. Et on a exactement le même pilier et le même pendant sur l'espace pardon, documentaire. L'espace documentaire, on a un accès direct, hein, aux fichiers via Teams, et ces fichiers nécessitant un accès direct doivent être présents sur d'autres supports, d'autres interfaces. Heu, on a, une initiative lancée par, l'Europe, heu, semaine prochaine, il me semble que, un nouveau produit, EuroOffice très exactement, basé sur OnlyOffice, va être lancé et ben, va permettre d'accéder à de la documentation en ligne sur quelque chose d'européen, sur une stack européenne, donc OnlyOffice, c'est un fork d'OnlyOffice, EuroOffice. En tout cas, c'est là où on voit que des acteurs se mobilisent sur une indépendance documentaire, non plus basée sur la sphère Microsoft 365, mais sur des sphères européennes, des documentations européennes, des structures documentaires et donc vont garantir cet accès, ce fameux plan B. Pour aller plus loin, cet accès documentaire doit être disponible en ligne et en local. On utilise beaucoup OneDrive, qui est dans la sphère 365, pour synchroniser la documentation bibliothèque, vitale, pour travailler au quotidien. L'idée, c'est de proposer l'accès hors ligne, comme le fait très bien OneDrive, mais dans une autre dimension, sur une autre structure technique. Et je vous montre juste après les solutions. Et enfin, cette synchronisation locale, l'idée, c'est de maintenir une copie en cas de crise heu, des données et des supports pour prendre des décisions. On parle de coffre-fort numérique, mais en tout cas, cette structure documentaire et cette structure de documents de travail doit être hors ligne et synchronisable. L'idée, c'est de ne pas laisser ces fichiers prisonniers d'une seule interface, et cet accès à l'information, j'y reviendrai également, doit être transverse et doit être interopérable. Et pour cela, au sein de la Digital Workplace Jalius, nous disposons d'une plateforme dédiée à la synchronisation. Cette synchronisation, elle peut être faite depuis la sphère Microsoft et donc basculer sur la Digital Workplace Jalius et une fois dans cette Digital Workplace Jalius, elle peut être synchronisée de manière, automatique sur les postes utilisateurs et on retrouve cet univers, on appelle J-Drive. En tout cas, on a une mécanique de synchronisation indépendante des géants de la tech, comme Microsoft, on-premise, heu, qui garantit l'accès à la documentation, synchronisé quand même avec 365 pour pas avoir tout à redupliquer, hein, mais qui permet de redescendre l'information au niveau de l'utilisateur final et de garder cette maîtrise sur les environnements documentaires. OK. J'en ai parlé juste avant sur la notion d'interopérabilité, c'est la quatrième grande phase de ce plan de continuité de la Digital Workplace. L'interopérabilité, ça fait écho à un webinaire qu'on a eu l'année dernière avec Michel Duro sur, heu, l'accès à l'information
sur toutes les enfin sur les plateformes en tout cas mis à disposition sur, dans votre entreprise et donc ça passe par des formats ouverts. Donc ça, c'est clairement privilégier l'accès à l'information et sur, l'effet boîte noire, les données on ne sait pas où elles vont et elles sont chiffrées sur des serveurs, ça c'est clairement, à éviter. Donc là, c'est garantir la portabilité, hein, pour récupérer toutes ces informations. Le deuxième le deuxième grand pan sur l'interopérabilité, c'est l'accès via API et ou connecteur. Donc là, on parle beaucoup de MCP, on parle d'intelligence artificielle. En tout cas, cet accès aux données, doit pouvoir être réalisé pour transférer automatiquement, encore une fois, d'une plateforme X à une plateforme Y pour éviter de s'enfermer, d'être vendor locké sur un produit, là, sur la sphère 365 et enfin, heu, grâce plutôt à ces formats ouverts et à l'API, on peut accéder et remplacer les outils facilement. Et donc là, c'est l'idée de l'agilité et de la soutenabilité sur ces plateformes. Heu, Voici donc ce quatrième grand pan. Ce quatrième grand pan, si je fais encore un focus sur la Digital Workplace Jalios, hein, on a la V11 qui est toute fraîche, qui vient de sortir, qui elle dispose eh bien, des cartes en main pour garantir l'accès via l'OpenAPI, tout un fichier de définition d'API, je vous passe les détails techniques. Cette APIisation garantit l'accès via, un connecteur MCP. Donc ça, c'est une génération qui peut se faire très facilement et donc à toute la sphère des intelligences artificielles, locales ou pas, européennes ou pas, en tout cas, de permettre l'accès aux données de la Digital Workplace et donc par extension à la documentation dans un Microsoft 365 pour la récupération et pouvoir avoir la possibilité en tout cas de migrer. Ces données donc ouvertes et sécurisées permettent là, c'est exactement ce que je viens de dire sur la migration possible, c'est le orange en bas à droite là, c'est de par l'accès aux données via API, via MCP et des données ouvertes, j'allais aussi, il y a rien on va dire de boîte noire, irrécupérable, c'est les données peuvent être accessibles et chiffrées, la migration est garantie. Et c'est cette notion d'interopérabilité qui est, extrêmement importante, surtout dans le contexte actuel, heu, mondial, de garder la possibilité de sortir de cette sphère Microsoft 365 et donc, de limiter au maximum ses risques, et d'augmenter sa résilience et j'y reviendrai sur la partie résilience, un peu plus tard, avec l'IRN. Pour, terminer ces différents piliers dans ce plan de continuité Digital Workplace, on a le pilier sur la culture de crise et les réflexes. C'est-à-dire que, OK, c'est bien d'avoir trouvé des plans B, d'avoir potentiellement mis à disposition ces plans B, mais, des plans de continuité d'activité doivent être suivis par des entraînements, clairement, des exercices, des simulations, pour mettre en place des réflexes de communication et de switch d'usage entre des communications temps réel via un outil et des communications temps réel également sur un autre outil. Et donc là, c'est vraiment des exercices à mettre en place de manière, fréquente, au moins une fois par an. Là, je mets une panne par trimestre, c'est idéal. Mais en tout cas, c'est de s'exercer. On ne peut pas, créer ce plan de continuité d'activité sans exercice parce que on le sait, hein, à chaque crise, si, l'humain n'a pas eu à faire par le passé face à même un exercice et ben, il va prendre du temps, il va pas avoir de réflexe et c'est cette chaîne de décision qui sera clairement coupée. Et donc les entraînements, ils passent par, un runbook, donc un guide de survie, ainsi qu'un kit utilisateur. Ces 2 pendants à droite, sont des outils mis à disposition et consultables en cas de crise. C'est grâce à ces éléments qu'on va pouvoir mettre en place ces exercices et acquérir des réflexes pour garantir cette résilience. Et donc ce que je dis en bas, c'est que la résilience, elle est moins technologique que culturelle et passe donc par des tests, par des exercices très exactement, pour s'habituer, s'acculturer à un plan B pour garantir, quoi qu'il arrive, la continuité de l'activité. Avant de passer sur l'IRN, quelques quick wins pour agir, j'en parlais tout au début de ma présentation sur l'inventaire critique, donc c'est les processus métiers vitaux qui s'arrêtent instantanément, donc sans Teams. Là, je fais un focus bien entendu sur Teams. C'est avoir dans votre, on va dire dans votre vision, du plan de continuité de la Digital Workplace, les éléments critiques et donc associer à ces éléments critiques, l'annuaire des personnes à contacter. Heu,
En dessous, je parle d'un test flash, donc c'est un canal de communication alternatif testé sur une équipe pilote. Donc là, ça fait référence au test que je disais juste avant, c'est se mettre en exercice. Pour une personne, une population limitée, eh ben, je peux très bien réaliser des tests rapidement, donc les fameux quick wins. Heu, OK, ce groupe d'utilisateurs, je souhaite et je décide de faire un exercice de test et de se mettre en situation. Donc c'est valider techniquement, la continuité opérationnelle qui est donc associée au document, bien entendu, qu'on pourra rendre accessible, donc les processus testés avec un accès au document. Et là, on a une boucle concrète, pour réduire l'exposition et en tout cas pour, fluidifier l'accès aux documents et garantir la continuité opérationnelle. OK, n'hésitez pas si vous avez des questions, en tout cas dans le chat. Et maintenant, beh, je vais basculer sur, l'IRN. Maintenant qu'on a donc posé les bases, hein, sur Teams, en effet, on a de la communication, on a la gestion documentaire et on a donc un plan de continuité de la Digital Workplace à associer à toute cette sphère de communication, cette sphère documentaire. Et donc pour ce faire, on a des études, réalisées par le SIGREF qui montrent notre dépendance de plus en plus, concrète et on va dire, chère en termes de dépenses aux géants numériques des États-Unis. Et ici donc vous avez sur cette courbe les dépenses numériques totales de l'Europe vers les USA. Donc clairement, c'est des flux financiers en milliards d'euros, hein, entre l'Europe et l'usage des services cloud américains. Donc, la tendance du move to cloud, des années 2010, du SaaS, du PaaS, du IaaS, ont clairement, accentué et accélèrent, on le voit clairement sur la courbe, hein, ça augmente, la dérivée est positive. On augmente notre dépendance aux produits et aux produits SaaS européens, du cloud, des produits SaaS, des produits IaaS, du PaaS, de manière assez critique. Et donc, de là est venu, l'indice de résilience numérique. Pour limiter l'indépendance technologique, économique et surtout géopolitique, on le voit au quotidien, des choix réalisés par les États-Unis, hein, pour pas les citer, étant donné que c'est quand même 90 des frais d'abonnement, des frais de SaaS, des frais d'outils, heu, partent aux États-Unis et donc, au choix de l'administration américaine. Donc c'est là où la dépendance géopolitique commence à clairement, montrer des signes de criticité. Heu, Pas plus tard également que, hier, j'ai vu une news sur, la souveraineté numérique et le Parlement européen a décidé d'abandonner Google. C'est-à-dire que maintenant, sur toute l'infrastructure informatique du Parlement européen, ça va être le moteur de recherche Quant, qui est européen, qui va être par défaut. Et donc là, c'est des mouvements, en tout cas assez forts de nos administrations. On a également en Allemagne des choix qui ont été faits sur, un certain nombre de grandes régions pour supprimer complètement l'usage de la sphère Microsoft 365 et donc pour limiter cette dépendance. C'est en tout cas une marche qui est, clairement en cours, qui s'accélère sur cette, réduction de dépendance, bon, en espérant arriver à inverser cette courbe, inflationniste. En effet, je parle de facturation inflationniste, c'est que les abonnements ne sont pas garantis en termes de montant et on peut, c'est ce qui s'est passé, hein, sur les abonnements 365, l'augmentation n'est pas limitée. C'est-à-dire qu'ils sont capables d'un mois sur l'autre, plutôt d'une année sur l'autre, d'augmenter de 10, 15, 20, 30 les abonnements et donc on n'a aucune garantie sécuritaire financière sur ces abonnements. On parle également de tokenisation, là aussi on est sur une courbe inflationniste, on est en phase d'investissement. Demain, rien ne nous garantit que l'usage de la sphère copilote dans Microsoft, ne va pas augmenter exponentiellement. Et donc partant de ce constat, de cette dépendance technologique et surtout des montants en jeu, un indice a été créé, donc en France, lancé en début d'année. Alors ça fait 1 an, que cet indice est en cours de création. Heu, on a un outil régulièrement de pilotage de la résilience numérique. Cet indice a été lancé par une association, l'ADRI, l'Agence Digital Resilience Initiative, à Bercy, et validé par le gouvernement. Donc un travail a été fait entre plusieurs entreprises, hein. On a le Crédit Mutuel, la Maïf, EDF, Docapost.
La Caisse des dépôts également et le SIGREF, bien entendu et le C20 ont participé à l'émergence d'une notation pour favoriser la prise de décision et en tout cas remonter un score, hem, permettant au board et aux décisionnaires d'avoir une visu sur la dépendance numérique de son organisation. Je vais détailler un peu plus loin les différents piliers, hein, heu, sur comment fonctionne cet indice. Donc il a été lancé, comme je vous dis, en 2026, hein, c'est tout frais. On a 30 critères répartis en huit grands piliers, 8 grandes dimensions pour mesurer concrètement la dépendance dans nos organisations. Parce que dire, «On est dépendant, c'est dangereux», rien n'est palpable. Alors que là, avec un score et une certification par cette association, on a quelque chose de tangible et du moins de mesurable et c'est tout l'objet de cette IRN. J'en profite également que cette IRN va être présentée au G7, qui a lieu en France à Évian, je crois dans un mois ou 2, pour et ben, faire passer cette, certification, cet indice au niveau européen. L'idée, c'est vraiment de mesurer et d'être capable de prendre des décisions pour faire modifier ce scoring. J'ai vu qu'il y avait 2 questions, est-ce que je les prends tout de suite? Oui, sur Quant, ça va être, est-ce juste un effet pour plaire ou une vraie décision selon vous sur le sujet de Quant? Alors, C'est, c'est un sujet de décision enfin de pour plaire, oui, parce que c'est un effet d'annonce, c'est-à-dire que demain l'utilisateur, il veut utiliser Google, il utilisera Google. Néanmoins, c'est une décision qui a été prise au niveau européen et donc qui aura un impact en termes de communication et c'est ça le plus important. C'est, de faire changer d'état d'esprit les entreprises et donc les DSI et les décideurs sur, heu, des actes et des comme l'a fait l'Allemagne, hein, c'est des choix de communication qui vont impacter demain les choix des DSI et c'est ça qui est plutôt important que le choix concret pour plaire en tout cas aux utilisateurs et aux DSI. 2e question, sur notre DSI a du mal à accepter la coexistence des conversations Teams et du chat Jealous activé, alors même que ces outils sont particulièrement utiles pour une partie des agents ne disposant pas de licence Teams. Quoi faire? Eh ben, là, c'est des choix qui vont être remontés au board, c'est-à-dire que au niveau du décisionnel, donc de la DSI, heu, Teams fonctionne très bien pour une certaine partie. Dans ce cas-là, quelle est la solution pour la partie de la population qui souhaite communiquer? C'est des choix structurels qui doivent être faits et en effet côté DSI, parce que c'est eux qui ont les cartes en main, hem, c'est de proposer une continuité de service. On a, un audit en cours sur une institut de sondage en France. Ils sont exactement dans le même cas que vous. Heu, Ils ont actuellement Teams sur une partie de la population, donc plutôt des personnes, au bureau, mais toute la partie deskless n'a pas d'outil de communication aujourd'hui et l'idée, c'est de proposer, bah, ce plan B pour pourquoi pas passer par défaut sur la messagerie au sein de Jalius, qui elle ne va être soumis bah, aux licences, mais aux licences intégrées à votre Digital Workplace et d'avoir Teams plutôt en solution de backup. C'est le genre de solution qui est proposable. Maintenant, c'est aussi très lié à l'urbanisation qui est décidée par votre SI. Bon, compliqué d'avoir on va dire une réponse, pour tous les cas d'usage. Mais, l'idée, c'est de trouver des solutions, concrètes au quotidien. Sachant que là, vous l'avez déjà la solution, donc en effet, c'est de pousser sur la partie Chalios, web chat, parce que ça répond déjà aux besoins et en plus ça permet d'avoir un plan B, le fameux plan B. Mais ça vaudrait le coup du coup de passer en revue, en partant d'un processus critique, ce fameux IRN sur le sujet de la communication interne et voir comment réagit, la DSI. Donc cet indicateur pourrait être un poids supplémentaire pour aider à transitionner, du moins à fluidifier cette communication avec la DSI. J'avance sur les piliers, donc on a 8 piliers au sein de l'IRN, j'en parlais. On a une première grande phase à gauche sur la sécurité au sens large. La sécurité opérationnelle, on parle de PRA, de PCA, plan de continuité de la Digital Workplace, c'est l'objet de début de ma présentation et donc c'est, la capacité de fonctionner en mode dégradé opérationnellement. On a également tout ce qui est environnemental dans ce pilier, donc l'environnemental, c'est la résilience aux risques environnementaux, hein, et non pas, on va dire l'éco-conception des plateformes. Demain, on a un risque météorologique sur une partie des serveurs. Comment on réagit? Comment on est capable d'être résilient numériquement à ce risque?
et bien entendu toute la partie sécuritaire, la cybersécurité, la protection de données, le chiffrage, la sécurité. 1 grand pilier, enfin grand pan des 3 avec 3 piliers. Au centre, on a tous les éléments liés au produit, au vendor locking, la stratégie géopolitique et donc là, clairement avec les USA, les choix qui peuvent être faits à l'autre bout du monde peuvent impacter directement, nos stratégies et l'accès à l'information dans notre entreprise. Heu, L'indépendance des produits qu'on va acheter, tout ce qui est vendor et une vision à long terme. Donc stratégiquement, on a, un certain nombre de critères dans ce pilier. Et enfin, toujours dans la partie relations fournisseurs et géopolitique, la partie économique et juridique, on a des normes. En France, on aime bien les normes. On a un certain nombre, je les ai cités ici. On a de la souveraineté associée à ces normes juridiques, hein, et donc on a également, i 3 ou 4 critères détaillés dans cette fameuse, dans ce fameux indice. Et pour terminer, sur tout ce qui est plutôt technologique, troisième grande phase à droite, bien entendu la data, hein, contrôler les données, sécuriser, toute cette information et maîtriser l'infrastructure associée à la data. Supply chain, donc supply chain, on a plutôt tendance à penser à supply chain physique critique, mais pas seulement. On a la fourniture, de la structure informatique derrière et donc diversifier au maximum ses partenaires. C'est un axe de cette IRN et enfin, technologiquement, est-ce qu'on accède au code source de nos produits? Est-ce qu'on sait où cette information et comment cette information et comment ces produits sont créés? Quelle est notre capacité à auditer ces technologies? Donc voilà, donc ces 8 piliers sont ventilés en critères et chacun de ces critères fait l'objet d'une notation. Donc c'est plus, hein, clairement qu'un outil technique, l'idée c'est de remonter cette information en COMEX et d'avoir un outil de décision sur notre résilience numérique et je crois qu'on est, plus que jamais, heu, un, dans le cadre de cet audit, de cette notation. Donc pour entrer un peu plus loin dans cette IRN, comment est calculé ce score? Heu, on a une approche par système critique, ça fait référence à le tout début de ma présentation, c'est identifier les processus qui peuvent être, les processus critiques, hein, pour l'entreprise, qui peuvent être bloqués, ralentis par une défaillance, par un problème associé aux 8 piliers que je vous ai montrés juste au-dessus. Et donc, une fois ces, systèmes critiques identifiés, il va falloir passer un critère de notation. Ce critère de notation, il est basé sur, heu, un plan et c'est des critères à droite, je vous ai mis une copie d'écran, des X critères sur tous les piliers que je vous ai listés. Tout ceci est public et est en open source sur GitLab. Vous pouvez aller sur le site, de l'IRN, la IRN. Donc on a accès aux critères de notation. En revanche, on n'a pas accès aux, critères qui permettent d'avoir la note et d'avoir la certification. Je vous en parle juste après. En tout cas, cette mécanique de labellisation, elle est garantie par l'instance, par l'IRN et c'est uniquement des personnes et des entreprises habilitées vont pouvoir attribuer cette notation. Néanmoins, vous avez la possibilité d'avoir accès aux sources, GitLab et de par l'approche système critique et cette notation, l'idée c'est de proposer à la sortie de l'audit IRN, eh ben, une notation et un plan de sortie sur des plans de mitigation, les fameux plans B, pour organiser la gestion de cette résilience numérique sur les différents systèmes critiques identifiés. Ici, j'avais même mis une question, maintenant que je commence à vous présenter, vous le connaissiez peut-être déjà, mais est-ce que cette IRN pour vous, heu, de par, la présentation que je commence à vous en faire, doit-il devenir une norme de reporting, alors plutôt extra-financier, pour les entreprises? Au sein de la France et même au sein de l'Europe. On voit qu'on essaie de pousser là au G7, cette norme. Hem Et je crois que Céleste a dû déclencher tout de suite le questionnaire. Magnifique, oui, et ça me permet de rebondir sur une norme. Que pensez-vous de l'EU-Score-Tech et du Nutri-Score-Tech qui évaluent les éditeurs de solutions de SaaS? C'est, pour moi, c'est une norme, en tout cas des scores de notation qui vont rentrer en concurrence avec l'IRN. L'IRN va avoir, on va dire pour cible de noter, des entreprises, noter les flux critiques de cette entreprise, mais également
l'IRN va pouvoir noter, eh bien, des produits SaaS, des produits technologiques. Ce qui fait que, une DSI va avoir le choix pour en tout cas lors d'urbanisation de SI, entre, le produit, heu, qui a une note avec l'IRN X et le produit qui a une note avec l'IRN Y. Mais du coup, c'est très lié et c'est, dire un autre moyen de notation. Maintenant, vous dire demain si, c'est l'un ou l'autre qui aura la faveur des DSI, heu, bon, l'IRN, alors je ne sais pas comment ont été construits les Nutri-Score Tech et l'UE-Score-Tep. Hem, L'idée, c'est de voir qui est porté par des entreprises et par surtout des organisations, légitimes pour, ben, légitimer justement ce score. Et je réponds également à la question: par qui est porté l'IRN? L'IRN, alors est-ce que je l'ai mis juste au-dessus? Hop, je reviens 2 slides en avant. Oui, ici. L'IRN est porté par une association qui a été lancée, la Digital Resilience Initiative et surtout le fruit, d'un travail entre entreprises pour identifier, je vois que les slides bougent en même temps. Si, c'est bon, vous êtes sur le même slide que moi, le slide violet. Donc ce fameux IRN donc est porté par une association qui, a travaillé depuis plus d'un an sur les critères de notation, les fameux piliers, hein, et on retrouve dans ces entreprises, donc on a RTE, le Crédit Mutuel, la Maïf, EDF, heu, Doca Post et des institutions telles que le SIGREF, le Césin et la Caisse des dépôts. Et donc c'est vraiment l'idée de créer cet indice de notation, de résilience numérique, hein, c'est de travailler avec des entreprises sur des, sujets et sur des évaluations concrètes. Ces entreprises donc ont forcément déjà, passé, cette certification et ça me permet d'avoir une très bonne transition sur ce slide, sur la fameuse labellisation. Je vais attendre quelques secondes parce que je pense qu'on a du retard. Je le vois. Est-ce que Céleste ou Mathieu, vous pouvez me dire si vous avez bien le slide labellisation? Ou même dans le chat? Parce que j'ai oui, c'est bon, super, merci. Hem, donc cette labellisation, comment elle fonctionne et par qui elle est portée? Elle est portée par l'ADRI, l'association dont je vous parle là depuis tout à l'heure. Elle définit, ces fameux critères de notation et elle accrédite, bah, des entreprises pour c'est des entreprises de conseil ici, qui elles vont être amenées à faire passer cette labellisation. Donc en entrée, on a l'ADRI qui, travaille depuis plus d'un an avec des comités méthodologiques, systémiques et numériques, au sein des entreprises que je viens de citer. Mais, donc je vous invite à aller directement sur le site, hein, de l'ADRI, hein, où il y aura vraiment la liste de tout ce que je viens de vous présenter. En tout cas, l'idée, c'est d'avoir en entrée cette liste d'informations, de retours d'expérience et d'accréditer des personnes qui vont elles-mêmes valider des sociétés de conseil, des ESN comme Cligroup, comme des cabinets de conseil et c'est ces cabinets de conseil qui auront, on va dire la mécanique de notation, qui, à partir des différents critères accessibles open source sur GitLab, vont pouvoir, eh ben, faire passer la moulinette, sur sortir depuis ces critères une notation et donc une validation de l'IRN. Et donc c'est 7 critères, c'est cette labellisation qui est après, déterminée en tant qu'indice. Néanmoins, on peut toujours, en tant qu'entreprise, via ce standard ouvert, la liste des critères, la copie d'écran que je vous ai mis, qui est accessible publiquement, déjà se pré-évaluer, sans avoir la note finale, hein, mais avoir une idée, heu, de notre résilience sur les différents piliers. Hem, voilà. Et j'ai une question, j'ai tenté d'utiliser en début d'année. Oui, il a été en version 0.4 en début d'année et travaillé par un système critique que l'on peut assimiler à des processus critiques. Bon, c'était pas facile de faire l'estimation dans chacun des critères, j'ai été déstabilisé par le mode d'évaluation. Mais ça se fait maintenant que tous les critères ont bien été validés. En effet, c'est tout frais. Une faille possible serait de passer à côté d'un processus qualifié de non critique alors qu'il l'est à moyen terme. Éternel problème. Et oui, bien sûr, vous avez tout à fait raison. Heu, c'est que le point de départ, c'est en effet l'identification de ces processus critiques et si on perd d'angle de vue un processus qui demain va être critique et ben, on passe à côté d'une résilience, on a un trou dans la raquette. Bon, en effet, il y a pas de il y a pas de remède miracle. En tout cas, maintenant, on a quand même cet indice. Alors il est tout frais, hein, les sociétés, elles sont en train d'être habilitées, mois dernier, je crois, en mai, heu, l'IRN a commencé à habiliter, du moins, les sociétés de conseil.
Donc c'est clairement tout frais, on en est au début. On a néanmoins quelque chose de concret, de structuré et de validable et de tangible pour les conseils d'administration, pour les décideurs. Heu, Olivier, votre question sur comment auditer les 30 000 SaaS mondiaux, heu, alors l'idée c'est pas à l'ARN d'auditer, hein, à l'ADRI pardon, d'auditer la totalité des entreprises, c'est les entreprises fournisseurs de SaaS de missionner un cabinet pour se faire auditer. Et c'est à tout le enfin, l'intérêt est clairement chez eux, c'est-à-dire que si demain une DSI elle a un choix à faire entre, un produit SaaS qui a été labellisé, par l'ADRI, donc qui a un indice de résilience numérique, supérieur à une autre entreprise qui n'a pas été, auditée ou qui n'a un score plus faible, bah, le choix il va rentrer en ligne de compte. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, c'est est-ce que cet indice de résilience numérique doit entrer, comme critère de notation alors d'une entreprise ou au sein de board, c'est que c'est un critère tangible qui va permettre de faire des choix demain que l'on n'a pas actuellement. Là, on navigue un peu à vue sur, OK, on n'est pas résilient, heu, mais demain qu'est-ce qu'on fait? Comment on s'améliore? Qu'est-ce qui est tangible? Comment évaluer tout ça? Donc voilà, l'IRN en tout cas arrive à point nommé. Je pense que les sujets, au niveau, géopolitique, international, ben, sont assez brûlants. Heu, on voit qu'il y a des décisions qui sont prises, là, je parlais au niveau de l'Europe, au niveau de l'Allemagne, en France également. On a certaines universités qui refusent maintenant d'installer, la Sphère 365. Bon, je pense personnellement qu'on va dans le bon sens. Néanmoins, on verra demain comment ça se concrétise. Et maintenant, ben, on a quelque chose de concret pour aller, évaluer tout ça. Bah, en conclusion, avant de prendre peut-être d'autres questions, je les ai ré j'en ai répondu au fil de l'eau. C'est très bien, en tout cas, n'hésitez pas si vous en avez d'autres. L'idée, c'est, de cette souveraineté numérique. Alors, je suis parti de l'exemple de Teams, hein, ça a été un pitch pour, vous présenter tout ça. La souveraineté numérique, c'est être dépendant, mais par choix. C'est-à-dire être capable de qualifier cette résilience, de qualifier les risques, heu, par le nouveau critère que je viens de vous présenter, mais en tout cas, de faire ce choix pas par contrainte. Et d'être capable de ne pas sacrifier votre résilience sur, l'usage facile et immédiat, d'un produit pour vos collaborateurs. Et pour terminer, donc le niveau de dépendance, la vraie question, c'est quel niveau de dépendance vous allez accepter d'ici 2030. On ne parle pas de produit, on ne parle pas d'éditeur, on parle vraiment de votre dépendance et votre résilience. Quel est votre niveau accepté?